Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous partager mon portefeuille de rêve. Celui que j'aimerais avoir si l'idée n'était pas d'avoir la meilleure performance, mais de faire fructifier un patrimoine tranquillement. Et évidemment si le prix d'acquisition n'était pas un problème. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Je commence par Hermès. Ai-je besoin de la présenter? Entreprise incroyable. Même s'il a deux défauts pour moi, trop exposé à la Chine et la valorisation. Mais j'ai dit que je ne prenais pas en compte la valo ici. Le niveau de vie va augmenter dans le monde avec l'essor des pays émergents. Le luxe devrait en profiter, et Hermès c'est même l'ultra luxe. LVMH, je fais confiance à la famille Arnault sur le long terme. Leur diversification permet d'être plus serein que sur une entreprise qui dépendrait d'une seule marque, parfait pour un portefeuille de rentier donc. Ensuite, L'Oréal. Leader de son secteur, croissance supérieure à son marché. Boîte centenaire avec la famille qui détient toujours une majorité du capital, comme pour Hermès ou LVMH d'ailleurs. La hausse du niveau de vie dans les pays émergents leur permettra de croître tranquillement. Total, je ne sais pas si on aura encore du pétrole dans 50 ans, mais je ne doute pas que Total saura trouver des moyens de gagner de l'argent. Il commence à parler de nucléaire d'ailleurs. Et en attendant, ils nous distribuent le cash qu'ils ne peuvent investir. Pas le leader, mais une entreprise très bien gérée. Air Liquide, encore une entreprise française, mais c'est pas de ma faute si on a des leaders chez nous. Bon, en vrai, Air Liquide est numéro 2. Mais elle est très bien positionnée et ultra solide, en plus d'être indispensable, vu son secteur d'activité. Plus d'un siècle d'existence. Schneider Electric, encore une boîte française, leader de son secteur. Presque 2 siècles d'existence. Et elle n'est pas prête de manquer de travail avec l'électrification de la société. Airbus, ils ne sont que 2 sur le marché pour le moment, et on pourrait dire qu'Airbus est le leader. Boeing peut dire merci à son segment militaire qui fait que l'État américain ne les lâcheront jamais. Alors oui, avec les normes écolo, ils vont devoir sortir des avions qui polluent moins, tout ça. Mais est-ce que les gens vont vraiment arrêter de prendre l'avion? Non, je pense pas. Au contraire, les populations des pays émergents voudront elles aussi voyager, avec la hausse de leur niveau de vie. Et contrairement à d'autres secteurs, même quelqu'un qui aurait énormément d'argent pour faire des avions aurait du mal à concurrencer Airbus, qui a une réputation. Est-ce que vous monteriez dans un avion chinois demain? Dans 10-15 ans peut-être, mais demain si vous avez le choix, vous préférez un Airbus ou un Boeing? Bon, sûrement un Airbus, vu les problèmes de Boeing en ce moment. Michelin, c'est la dernière entreprise française, promis. Co-leader avec Bridgestone, elle touche à tout type de véhicules et est un leader pour les véhicules spéciaux, comme les engins de chantier et les avions. Elle est plutôt en avant sur les pneus pour véhicules électriques. Mais en règle générale, ce n'est pas demain qu'on se passera de pneus. Donc je ne me fais aucun souci pour Michelin, qui est plus que centenaire elle aussi. Apple, j'aurais du mal à faire confiance à une boîte tech sur le long terme, car la technologie peut aller très vite. Mais Apple a une image de marque qui fait qu'ils ne sont même pas obligés d'avoir les meilleurs produits pour vendre, et ça c'est fort. Je pense que leur croissance va être plus faible dans les années à venir, étant déjà énorme, mais avec leur cash flow de presque 100 milliards par an, ils pourraient devenir un conglomérat en diversifiant leurs activités. Ce qui pourrait être plus intéressant que les rachats d'actions qu'ils font à des PER élevés en ce moment. Visa Mastercard, je mets les deux ensemble car je les prends pour les mêmes raisons. Des leaders qui ont un boulevard pour croître avec l'utilisation de plus en plus importante des cartes bancaires. De plus, ils sont directement indexés sur l'inflation. Si demain vous avez besoin de 10 € pour payer votre pain, ils prendront toujours le même pourcentage de frais. Leurs revenus suivent la perte de valeur de la monnaie. Et avec le cash qu'ils sortent, ils peuvent acheter de potentiels concurrents. Coca-Cola. J'ai déjà dû la critiquer sur ma chaîne, en tout cas régulièrement en commentaire à droite à gauche, mais ce n'est pas parce que c'est une mauvaise entreprise. Je ne suis pas fan de Coca car je ne comprends pas pourquoi des jeunes de moins de 30 ans s'intéressent à une boîte aussi mature qui se paye assez cher. Elle a 5% de croissance par an en moyenne et donne 3% de dividendes. Après impôt, vous êtes donc à 7% par an de renta. C'est une entreprise de rentier qui veut plus que ce que donnent les obligations, mais qui ne veut pas prendre trop de risques non plus. Donc elle serait parfaite dans ce portefeuille, mais pas dans le portefeuille d'un jeune qui a 30 ou 40 ans de capitalisation devant lui. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Philippe Maurice. Le tabac, c'est à bout! On en reviendra tous à bout! Je l'espère aussi, mais en attendant, certains aiment se détruire la santé avec le tabac. Et qui suis-je pour les juger? Donc qu'ils fument, et moi j'encaisse mes dividendes. Philippe Maurice est le leader, et même si la consommation décline, leur portefeuille de marque est solide. Et puis n'ayant pas de gros investissements à faire, tout le cash est retourné aux actionnaires. J'aurais pu choisir British American Tobacco, qui est moins cher, mais je ne prends pas la valo en compte. Donc je prends plutôt les leaders. BlackRock. Leader de la gestion d'actifs, de mèche avec la Fed, ce n'est pas demain qu'ils disparaîtront. Realty Income, sûrement une des meilleures rates, bien solide, croissance correcte, et ça distribue du dividende pour avoir un portefeuille qui livre un peu. Costco, économie d'échelle version extrême,
Plus ils sont gros, plus ils peuvent négocier de gros volumes, donc des prix plus bas, donc attirer des clients. Ils ont un potentiel de progression pour leurs marges. Actuellement, ils ont des marges à peine supérieures à la grande distribution, alors qu'ils ont des coûts bien plus faibles, de par leur fonctionnement de vente en gros. Ils ont un chiffre d'affaires par employé presque 3 fois supérieur à Walmart par exemple. Et puis Léopold me l'a bien vendu. Ferrari, l'ultra luxe, la moindre option qui coûte le prix d'une Dacia, des personnalisations presque illimitées, la production qui, elle, est volontairement limitée. Ça donne envie d'être actionnaire. Et c'est pour ça qu'elle est dans ce portefeuille. Et la dernière, Monster. Pour elle, je ne suis absolument pas objectif. J'adore leurs produits et vu ma consommation, je me devais de la mettre dans ce portefeuille. Il y a énormément d'entreprises que j'aurais pu rajouter, qui sont solides, comme McDo, Walmart, Microsoft, PepsiCo, ou doubler certaines lignes en ajoutant le numéro 2, comme British American Tobacco pour Philip Morris, et même certains small caps que j'ai en portefeuille auxquels je crois, et que je n'aurais pas de problème à garder. Mais je voulais un portefeuille plutôt restreint et qui fait rêver, sinon j'aurais fini avec 50 lignes. Et finalement, il est plutôt diversifié, même s'il est très exposé au luxe. Après, ça dépend comment on voit L'Oréal et Apple, qui sont plutôt des biens de consommation courante aujourd'hui. Les gens mangent des pâtes, mais ont un iPhone, et ne se maquillent pas avec des produits de marque distributeur. Les nouvelles générations sont bien différentes des anciennes. Pour la répartition, je serais plutôt équilibré, entre 5 et 6% par ligne. Je pense qu'avec ce portefeuille, on dort tranquillement et on n'a aucune envie de vendre une position. Que des boîtes ultra solides, leaders pour la plupart, avec parfois plus de 100 ans d'existence. Le portefeuille de bons pères de famille. Le problème de ces entreprises est qu'elles sont pour la plupart surévaluées aujourd'hui. Certains diront qu'elles ne le sont pas, que c'est seulement car elles sont de qualité. Je pense quand même qu'elles sont chères, beaucoup étant au-dessus de leur PER historique. Mais si elles sont si chères, c'est peut-être car il y a une fuite des investisseurs vers des actifs solides. Dans ces contextes de guerre, d'inflation, de récession, de dette des États, les gérants préfèrent avoir une renta très moyenne sur un actif solide plutôt qu'une bonne renta sur un actif moyen qui ne supporterait pas une crise importante. Et on peut le voir au niveau des valorisations du reste du marché, qui lui n'est pas particulièrement cher, et où les smalls sont même pas chers. Mais c'est un autre sujet. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce portefeuille en commentaire, et pourquoi pas à partager votre portefeuille de rêve. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant mon anniversaire en avril, donc je compte sur vous. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Oh, Cadillac car.